Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de la SFEN, Corrosion sous contrainte, progrès et performance industrielle. Depuis plus de 2 ans, EDF est engagé dans un grand programme industriel afin de traiter le phénomène inédit de corrosion sous contrainte sur un certain nombre de tuyauteries du parc nucléaire. Où en est-on aujourd'hui des contrôles et des travaux? Quelles innovations ont été développées? Comment les équipes sont-elles montées en performance industrielle pour réaliser les contrôles et raccourcir la durée des chantiers? Donc un webinaire passionnant qui va nous permettre de faire le point sur toutes ces questions. Et donc nous avons plaisir d'accueillir Hubert Catalette, EDF, qui est directeur du projet CSC, Nicolas Caillet, EDF, directeur adjoint technique du projet, qui est à l'état-major de la DPN, Mathieu Lambert, EDF, qui est manager de projet à la DIPDE, et Théophile Crozier, EDF, appuie la direction des opérations de maintenance UTO. Bienvenue tous les quatre. Donc, nous allons d'abord assister à votre présentation. Et puis ensuite, nous aurons une session de questions-réponses. Donc, vous rappelez que pour les questions-réponses, vous avez en haut à droite de votre écran un petit S noir qui s'appelle Slido. Donc, vous pouvez cliquer sur Slido. Ou si vous n'avez pas Slido, si vous n'avez pas la petite icône noire, regardez, on a le lien dans la conversation, donc vous pouvez cliquer, donc l'installer. Ensuite, donc, vous rentrez vos questions au fur et à mesure. Vous pouvez aussi voter sur des questions qui ont déjà été posées, puisque je poserai les questions par ordre de priorité. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et puis, donc, j'ai le grand honneur de passer la main à Hubert. Merci beaucoup Valérie. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous. Et tout d'abord, nous tenons à remercier la SFEN pour l'organisation de ce webinaire sur la corrosion sous contrainte qui concerne les soudures de circuits auxiliaires au circuit primaire principal que nous avons décelé sur certains réacteurs. Donc c'est un webinaire qui intervient un peu plus d'1 an après un premier état des lieux que j'avais eu l'occasion de vous présenter en table ronde à la convention SFEN du 29 mars 2023. Donc comme tu l'as dit Valérie, nous interviendrons à 4 avec Nicolas Caillet, Mathieu Lambert, Théophile Crozier et moi-même. Et avant de passer la parole à mes collègues, je voudrais simplement rappeler en guise d'introduction que l'élément déclencheur date de décembre 2021, avec la mise en évidence d'indications en pied de cordon de soudure sur le circuit d'injection de sécurité du réacteur de Civaux 1 lors de sa visite décennale numéro 2. Et depuis 2022, beaucoup de contrôles ont été effectués, ainsi que des réparations, soit génériques, soit ciblées. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un focus sur l'état des lieux actuel et l'industrialisation progressive qui a pu être menée pour traiter le plus efficacement possible cette problématique. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, cette slide a été préparée pour vous présenter l'état d'avancement global du programme corrosion sous contrainte. On ne revient pas sur l'année 2022, puisque l'année 2022 a été présentée déjà il y a de ça 1 an. Mais EDF donc, a continué à traiter son programme de corrosion sous contrainte avec 2 axes. Un premier axe qui fait suite à la compréhension que l'on a déduite des premiers examens qui ont été réalisés en 2022, avec l'identification des lignes qui ont été jugées les plus sensibles de par leur conception. Et donc, on a poursuivi en 2023 le remplacement massif préventif de ces lignes. Je vous les rappelle, ce sont les lignes RIS branche froide des paliers P'4 et N4, mais aussi les lignes RRA branche chaude du N4. Donc tout a été traité, toutes ces lignes-là ont été traitées en 2023, excepté Catnum 4, puisque la visite décennale de Catnum 4 a lieu en ce moment même en 2024, et donc le programme de traitement de Catnum 4 est en cours. Et le deuxième axe, après ces remplacements massifs préventifs, ce sont des contrôles que l'on a engagés par des examens par ultrasons. Il y aura un point spécifique là-dessus par la suite. Et donc, en 2023, nous avons contrôlé 42 réacteurs sur des soudures ciblées, toujours sur les lignes RIS et RRA, avec une priorité qui a été donnée aux soudures réparées, puisque c'était
un aggravant potentiel supplémentaire vis-à-vis du développement de corrosion sous contrainte. De ces contrôles, nous avons détecté certaines indications qui nécessitaient une réparation, et en 2023, nous avons réalisé 11 chantiers de réparation au niveau du parc. Le programme sur lequel EDF s'était engagé en 2023 a été réalisé, même au-delà de ce qui avait été annoncé, puisque nous avons intégré des soudures supplémentaires au cours de l'année 2023. Et donc, ça représente à peu près plus de 310 soudures qui ont été contrôlées sur l'année 2023. En 2024, nous continuons à déployer cette même approche. Donc, comme je disais, la fin du traitement sur les lignes sensibles avec le remplacement massif préventif des lignes RIS sur RIS branche froide sur 4 NOM 4, plus des contrôles. Donc, on a également 42 réacteurs qui sont prévus au contrôle cette année. Les contrôles sont faits lors des arrêts de tranche, hein, donc c'est des contrôles qui sont planifiés maintenant bien longtemps à l'avance. On a 350 soudures, un programme de 350 soudures à examiner sur l'année 2024. L'année 2024 est de ce fait encore un peu plus challengeante que l'année 2023. Et tous les moyens opérationnels sont mis en place pour pouvoir respecter ces contrôles. Et puis, fait notable, en plus des lignes qui étaient contrôlées en 2023 et des soudures réparées en particulier, on étend notre champ d'investigation sur les lignes d'expansion du pressuriseur et également pour la fin de l'année 2024 avec des contrôles qui vont être faits sur les petits diamètres, les lignes de petits diamètres, pour évaluer aussi l'état de santé de ces lignes vis-à-vis de la corrosion sous contrainte. En 2022 et en 2023, les techniques END mises en place sont celles qui avaient été développées par la direction industrielle d'EDF avec le END que l'on a appelé l'UT amélioré, puisqu'on était parti d'un END manuel que l'on appelle dans le cadre de l'affaire corrosion sous contrainte l'UT historique, qui a été notablement amélioré par l'ADI entre-temps. Théophile y reviendra tout à l'heure. Et 2024, on continue à améliorer nos techniques de ND pour pouvoir renforcer l'état d'inspection de nos soudures, pour traiter notamment un problème de couplage que l'on a entre la paroi externe de la tuyauterie et les capteurs qui font les acquisitions ultrasonores. Et là, c'est un travail qui est déjà bien avancé en 2024, puisqu'on a contrôlé plus de 25 soudures avec cette nouvelle technique qui s'appelle l'UT conformable. Pourquoi conformable? Puisqu'on a un sabot conformable qui améliore le couplage entre l'espace d'acquisition et la tuyauterie. Deuxième évolution en 2024, c'est le déploiement d'un END surfacique supplémentaire à base de courant de Foucault et d'examen télévisuel HD de haute définition pour pouvoir voir par l'intérieur des circuits, cette fois, l'état de santé de nos soudures. Donc, une complémentarité d'END qu'on est en train de développer en 2024 et en évaluation d'un point de vue opérationnel. Et à l'heure où on se parle, là, à mi-avril, on est plutôt satisfait des nouveaux moyens de technique que l'on est en train de déployer. Ils nous donnent bonne satisfaction pour avoir l'évaluation de l'état de santé de nos soudures. Pour ce qui est maintenant du futur, donc au-delà de 2024, on continuera à contrôler nos soudures sur les lignes RIS et RRA avec le respect de l'engagement d'avoir toutes les soudures réparées qui ont été contrôlées d'ici la fin de l'année 2025. Notre programmation est en ligne avec cet objectif-là. Et puis, comme je vous le disais, ça a commencé en 2024 et on va poursuivre les examens sur les lignes d'expansion du pressuriseur et sur les petits diamètres à partir de 2020, en continuant sur 2025. Pardon. Alors peut-être un point avant de passer la parole à Mathieu sur que fait-on de ces examens qui sont réalisés. Ça représente quand même un panel maintenant, après plus de 2 ans d'examen UT ou d'expertise en laboratoire, d'expertise destructive en laboratoire le LIDEC qui se trouve à Chinon. Donc on a plus de 1000 soudures qui ont été examinées.
C'est un nombre considérable. Ça n'a jamais été un programme d'expertise qui est de très grande ampleur et qu'on n'a jamais connu à EDF. Près de 80% des examens ou expertises qui ont été réalisés conduisent à des indications ou à des défauts qui sont inférieurs à 2 mm. 2 mm, c'est, pour fixer les idées, la performance en termes de détection de nos examens de ND, et à comparer, pour fixer les idées, à des tuyauteries qui font une trentaine de millimètres d'épaisseur. Donc, dans 80% des cas, on a des indications, alors qui peuvent être des artefacts ou des défauts de soudage, ou des défauts effectifs apparus en service, mais en tout cas de profondeur très petite, 2 mm, sans enjeu sur la sûreté. On a une vingtaine de pourcents qui conduit à des indications ou des défauts expertisés en laboratoire qui sont compris entre 2 et 6,5 mm. Et à ce jour, on a 3 cas, ça représente 0,7% de nos examens, qui conduisent à des défauts expertisés en laboratoire qui sont supérieurs au quart de l'épaisseur de la tuyauterie. Pour chacun des cas, que ce soit les 3 cas avec des défauts supérieurs au quart épaisseur ou les défauts ou indications vues entre 2 et 6,5 mm, la tenue mécanique est toujours justifiée dans chacune de ces situations. Et donc, ce qui nous conforte dans l'état de sûreté de nos réacteurs, sur une base aujourd'hui de 1000 soudures qui ont d'ores et déjà été examinées. Pour donner un peu de visibilité, là, vous avez la carte de France avec les sites qui vont être examinés en 2024. Il y a déjà pas mal de contrôles qui ont été réalisés en ce début d'année, complètement en lien avec les campagnes d'arrêt de tranche. Je propose de passer la parole à Mathieu. Bonjour à tous. Du coup, moi, je vais plutôt me focaliser sur la partie travaux qui a été évoquée par Nicolas juste avant. Donc, l'année dernière, on a intervenu sur 11 tranches du palier P'4 pour aller remplacer à chaque fois les 4 lignes grises branches froides quasiment de haut en bas. Donc 2022, forcément, on a un petit peu tâtonné. On était autour des durées d'intervention, tout compris, pour aller déposer les lignes et les reposer autour de 11 à 12 semaines. En 2023, on a réussi à être à peu près autour de 4 à 5 semaines, avec un record qui a eu lieu sur la tranche de Belleville 2 en 29 jours. Donc moins de 4 semaines. Donc pour ça, je vais vous détailler un petit peu les leviers de performance qu'on a travaillé, qu'on a mis en place en 2023 pour avoir donc cette performance marquante et différente par rapport à l'année 2022. Donc j'ai axé ma présentation autour du plan Excel, qui est un plan d'excellence opérationnelle suivi par la présidence, autour de 5 axes. Je vais commencer par celui qui est en bas à droite et qui concerne la standardisation. Donc, évidemment, en 2022, on ne savait pas trop quelle soudure était touchée par la corrosion sous contrainte. En 2023, ce qui nous a permis aussi d'avoir cette performance-là, c'est la standardisation, c'est-à-dire qu'on est allé à chaque fois sur un périmètre standardisé, identique sur les 11 tranches, avec des dossiers qui étaient maîtrisés sans réingénierie et simplement en prenant en compte le REX des chantiers terminés, en intégrant vraiment des modifications qui étaient simples et efficaces. Donc ça, vraiment, ça permet vraiment de dégager de la performance sur la partie travaux et au niveau des opérationnels. Au niveau de la supply chain, on a mis en concurrence des spécialistes du domaine tuyauterie soudage, ce qui a quand même permis aussi de générer de la performance. Et puis, on a attribué aussi les chantiers par site pour avoir à chaque fois les mêmes interlocuteurs entre les fournisseurs et puis les interlocuteurs EDF sur place. Ça permet de s'approprier les modes de fonctionnement et à terme, ça permet aussi de gagner en performance. Un axe majeur également, c'est la partie fabrication-construction. Donc pour déposer et reposer des lignes, on ne fait pas tout sur les tranches.
On fait une bonne partie, ce qu'on appelle des préfabrications, des préassemblages de coudes et de tubes en atelier, en temps masqué avant les interventions. Donc ça, évidemment, ça permet de gagner du temps, chose qu'on n'a pas forcément pu faire en 2022. On a approvisionné de manière massive des outillages qui permettent de réaliser ces opérations sur donc plusieurs lignes en parallèle. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait faire en 2022 également. Les chantiers CSC ont été priorisés avec également peu de coactivité et une logistique dédiée au niveau des sites. Donc ça permet de générer pas mal de performances. Et puis évidemment de l'expérience intégrée par les opérateurs et donc une réalisation bonne du premier coup des soudures en nette hausse, puisque là vous avez le taux de non-conformité des soudures qui était supérieur à 15% en 2022 et qui est donc du coup inférieur à 10% en 2023. Au niveau du volet compétences, il y a eu des entraînements et des formations importantes, des interventions, différents gestes de l'intervention. Donc ça, c'était une formation dédiée et nécessaire avant de pouvoir intervenir en centrale. Et puis, ils ont aussi également développé des outillages spécifiques au fur et à mesure de la connaissance plus fine de l'opération, qui permet également d'avoir plus de performance et permettre des opérations en parallèle. Et enfin, sur l'axe gouvernance, évidemment, c'est le passage en mode projet qui a eu lieu autour de mi-2022 et qui a donc porté ses fruits avec un maillage fin et réactif à tous les niveaux entre les équipes études, projets et réalisation sur site. Très rapidement, donc là, il y a quelques planches que je vais vous passer. Évidemment, jusqu'à présent, on a plutôt remplacé les lignes quasiment à l'identique. Donc, on est potentiellement encore exposé à l'apparition d'un phénomène de corrosion sous contrainte, même si une bonne partie des lignes sont neuves sur les lignes qui étaient dites sensibles à la corrosion sous contrainte. Pour autant, là, donc, on développe des procédés pour aller mitiguer ce risque d'apparition du phénomène. La première chose, c'est de développer des procédés de soudage en tout mécanisé. Donc, on était actuellement sur des procédés manuels et automatisés. Là, on essaye de passer en tout mécanisé. Donc, déjà, ça permet de réduire le nombre de passes de soudage. On divise par 2 à peu près le nombre de passes de soudage. Donc, évidemment, on apporte moins d'énergie, entre guillemets, de soudage dans la soudure, ce qui fait qu'on a un métal de base qui est moins sensibilisé et moins écroué. Et puis aussi, assez naturellement, on a des contraintes résiduelles de soudage qui sont probablement moins importantes avec un nombre de passes inférieur, ce qui fait que ça limite aussi cette capacité à amorcer de la corrosion sous contrainte. Le deuxième procédé de mitigation, c'est ce qu'on appelle l'arasage interne. Donc, quand on soude, là vous le voyez un petit peu sur l'image, plutôt sur les images en partie droite, on a ce qu'on appelle le bourrelet de pénétration, donc des premières passes de soudage qu'on va du coup venir éliminer. Et en fait, c'est cette singularité géométrique qui est propice avec des zones de traction, propice à l'apparition du phénomène de corrosion sous contrainte qui, jusqu'à présent, est systématiquement débouchant en paroi interne et qui remonte progressivement le long de la soudure. Le fait d'éliminer cette singularité géométrique permet probablement de désensibiliser un petit peu cette zone. Et la dernière chose, c'est ce qu'on appelle, c'est le procédé MSIP, qui est un procédé américain. C'est un procédé en fait qui vient mettre en compression la soudure pour vraiment éviter la propagation de l'indication si elle est amorcée en intrado. Donc voilà, c'est des choses qui sont développées par Westinghouse et mis en œuvre également sur le parc américain, mais pas que, et qu'on essaye d'adapter à la réglementation française pour pouvoir venir désensibiliser des soudures en ajoutant en fait une zone de compression dans la soudure. Voilà pour moi.
Je vais continuer sur la partie contrôle. Du coup, sur la partie contrôle, il y a eu plusieurs enjeux finalement au fur et à mesure de l'avancée du programme, hein. Le premier enjeu, ça a été de mettre à disposition de manière réactive des ressources compétentes pour réaliser les contrôles, pour pouvoir poursuivre la compréhension du phénomène et commencer à avoir une vision claire de l'étendue du phénomène. Donc, dans un premier temps, c'était cet enjeu-là, avoir des gens qui soient disponibles rapidement pour pouvoir aller contrôler les tuyauteries. Donc, ça a été dit tout à l'heure, il y a un END volumique qui a été développé en interne EDF par la direction industrielle sur la base d'un procédé ultrason qui s'appelle donc l'ultrason amélioré, qui a la particularité de permettre l'enregistrement des signaux et donc de pouvoir revenir plus tard et pouvoir rejouer finalement les contrôles qui ont été faits pour pouvoir les réanalyser. L'enjeu autour de ce procédé, ça a été évidemment de former des partenaires à ces contrôles-là, à l'utilisation de ce procédé-là, à la fois sur la partie acquisition, mais également sur la partie analyse des signaux qui auront été détectés. Donc, il y a tout un cursus de formation qui a été mis en place sur la base de ce nouveau procédé. Un cursus de formation qui se base sur la certification CoFriend UT de base, on va dire, pour le personnel qui était visé. Et ensuite, 3 modules de formation, un module théorique, un module pratique et un examen qui vient certifier la bonne acquisition des compétences par le personnel qui aura pu être formé. Donc, pour ce qui est des ressources impliquées, on avait déjà des entreprises sur le parc nucléaire français qui réalisent des examens non destructifs de type ultrason. Donc, on s'est penché vers ces entreprises-là. Évidemment, ces personnes sont déjà bien occupées de manière générale sur le parc par l'ensemble des contrôles qui sont réalisés dans le cadre des programmes de maintenance périodiques. Donc, on s'est rapidement rendu compte qu'on allait avoir besoin de ressources supplémentaires en dehors de ces partenaires historiques. Et donc, dès février 2022, donc pour se remettre un peu dans le calendrier, on a dit l'événement déclencheur, il date de décembre 2021. Finalement, dès février 2022, on a déjà signé un marché complémentaire sous la forme d'une sorte de marché d'assurance, en se disant qu'on aura certainement besoin de ressources complémentaires rapidement pour pouvoir aller faire des contrôles complémentaires. Pour autant, à ce moment-là, on n'avait pas encore d'idée de l'ampleur de ce que ça allait pouvoir donner sur le parc. Vous voyez sur le graphe du bas de la page, finalement la montée en puissance du personnel formé dès la fin du premier trimestre 2022 ou début du deuxième trimestre 2022, on a commencé à former du personnel à ce nouveau procédé, donc personnel qui était qualifié pour pouvoir aller faire les contrôles avec l'ultrason améliorée sur les tranches. Et on a rapidement pu former un nombre conséquent de ressources jusqu'à arriver à fin d'année 2022 à environ 80 personnes formées et puis jusqu'à donc ensuite fin d'année 2023 à dépasser les 100 personnes formées. Donc, je vous ai parlé d'enjeux en 2 temps. Le premier, c'était d'avoir des ressources disponibles rapidement pour pouvoir aller commencer à faire les contrôles. Donc, c'est ce qui a été le cas en 2022. On a étendu les contrôles d'abord sur le même palier que le palier initiateur, on va dire, sur le N4. Ensuite, sur les paliers proches où on avait des suspicions, donc sur le P'4, sur des défauts, on a vu des défauts similaires. Et ensuite, les extensions vers des réacteurs représentatifs sur les autres paliers également. Donc, au final, en 2022, on a contrôlé plus de 150 soudures sur 13 réacteurs différents sur le parc. Donc, on était vraiment dans cette phase de compréhension, de connaissance du phénomène et d'arriver à voir l'ampleur. En 2023, on est passé dans une autre mesure. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus industriel et on s'est étendu vers l'ensemble des soudures qui ont été qualifiées comme sensibles sur les réacteurs de tous les paliers. Et là, ça représentait un programme d'environ 350 soudures contrôlées sur 42 réacteurs en 2023.
Et un programme qui se poursuit, hein. On a un programme en 2024 qui est aussi de environ 350 soudures sur également 42 réacteurs. Donc là, on était dans une phase beaucoup plus industrielle où finalement les premières ressources qu'on avait formées ne suffisaient pas et on a dû, en milieu d'année 2023, continuer à pouvoir avoir des marchés avec des partenaires supplémentaires. Et donc au final, à partir de mi-2023, on avait 8 entreprises partenaires capables d'intervenir sur nos tranches et capables de contrôler nos réacteurs sur la base du nouveau procédé et sur la base d'un cursus de formation dédié. On peut passer à la slide suivante. Il faut dire que le deuxième enjeu autour de ces contrôles, ça a été ensuite, une fois qu'on avait les ressources, qu'elles étaient formées et compétentes, c'était de réaliser ces contrôles sur les tranches. Et là, il a fallu faire quelque chose d'industriel pour en s'assurer que on allait pouvoir avoir une vision globale au niveau national de la réalisation de ces contrôles, pouvoir garder une vision nationale aussi des résultats qui en sortent, à la fois sur la partie compréhension du phénomène, mais également sur finalement la gestion globale du projet. Et aussi industrialiser le suivi et l'impact potentiel sur les arrêts de tranche, puisque ce sont tous des contrôles qui se réalisent pendant les arrêts des réacteurs qui sont périodiques. Donc il y a un modèle de séquencement de l'activité, acquisition, analyse, rapportage qui a été fourni au CNPE. Le formalisme type a indiqué dans les plannings de chacun des CNPE et il a été imposé pour qu'on puisse avoir un suivi facilité au niveau national. Il y a un outil de pilotage qui a été développé sur la base des données planning de l'ensemble des CNPE, donc qui permettent d'y accéder de manière uniforme et d'avoir cette remontée d'informations. La partie analyse, on a parlé beaucoup de ressources pour l'acquisition, mais finalement, il y avait un enjeu aussi autour de l'analyse de ces des différents contrôles, des différentes acquisitions qui étaient faites. Et on a aussi mis en place une salle d'analyse centralisée. Donc, l'idée, c'est de ne pas laisser l'analyse à être réalisée sur chacun des CNPE, mais tous les signaux acquis sont envoyés dans une salle qui est dans les locaux EDF avec des partenaires qui participent à l'analyse, mais qui sont regroupés, une trentaine de personnes qui contribuent et qui peuvent finalement standardiser le format de l'analyse, standardiser les résultats qui sont vus et les méthodes pour pouvoir s'améliorer sur cette analyse. Et finalement, un tableau de bord qui a été mis en place pour suivre l'ensemble de ces différentes phases et avec l'enjeu finalement final qui est l'impact sur les jalons des arrêts de tranche afin de suivre finalement l'avancement de ce programme d'activité qui a été planifié alors en 2022 finalement au fil de l'eau, mais finalement à partir de 2023 de manière plus industrielle où les CNPE savaient le programme qu'ils avaient à réaliser sur l'année et ils pouvaient s'y préparer de manière plus industrielle. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment cette vision d'ensemble structurée et de pouvoir anticiper les éventuelles dérives de ce programme pour proposer des solutions de traitement de manière anticipée. Donc le graphe que je vous ai mis en dessous, hein, c'est finalement la vision qui remonte de ce tableau de bord, des plannings des différents CNPE, les contrôles qui sont planifiés et les contrôles qui sont réalisés. On peut faire ce suivi semaine après semaine et ça nous permet d'avoir une vision anticipée sur l'ensemble de l'année. Donc au global, hein, le programme il se poursuit. En 2024, on a déjà plus de 100 soudures qui ont été contrôlées. Donc on est à peu près à un tiers du programme prévisionnel de réaliser. Et donc on suit le planning conformément à ce qui avait été établi initialement. C'est bon pour ma partie. Merci On peut Théophile. peut-être rajouter un point sur la partie durée des contrôles. Je ne sais pas si vous voulez reparler de la durée des contrôles. Je ne l'ai pas forcément abordé, mais ça rentre peut-être dans le scope pour se donner un ordre de grandeur. On parle de durée de contrôle de l'ordre environ entre un poste et demi et 2 postes d'acquisition, un poste et demi et 2 postes de rapportage. Et sur la partie analyse, on est sur des durées d'analyse qui sont assez élevées, qui étaient à 11 jours dans la phase initiale, donc on va dire en 2022 et 2023, et qu'on a réduit à 9 jours.
Donc on est sur chaque soudure finalement sur une durée assez conséquente du J0 acquisition au J1 analyse, et qu'on essaye toujours d'optimiser grâce à cette standardisation. Et bon, ça nous donne un petit peu un ordre de grandeur de l'ampleur de ce programme-là. Oui, merci Théophile. Et donc, du coup, bon, voilà les éléments qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Et donc, du coup, pour insister sur l'aspect finalement très industriel hein, des activités, l'ordre de grandeur des travaux réalisés, c'est plus de 800 soudures neuves sur l'ensemble du parc, plus de 350 coudes qui ont été changés. Et donc, ça fait plusieurs équivalents plusieurs centaines de mètres d'équivalent de tuyauterie remplacés, avec un programme 2022 donc, qui a été réalisé complètement, qui a permis de redémarrer les réacteurs, un programme 2023 réalisé lui-même aussi complètement qui a permis de bien évaluer l'état de santé aux différents endroits de ces différentes tuyauteries et de procéder donc soit à des remplacements massifs préventifs ou bien à des remplacements au coup par coup correctifs. Voilà, donc vous voyez bien que maintenant l'enjeu, finalement, c'est quoi? C'est le basculement progressif d'un traitement urgent vers un traitement plus classique de surveillance et de maintenance courante qui va se mettre en place progressivement à horizon de fin 2025. Écoutez, félicitations, c'est très impressionnant. Donc, on va passer aux questions. Donc, pour rappel à nos participants, pour poser des questions, vous appuyez en haut sur Slido. Si vous ne voyez pas apparaître Slido, vous allez dans Conversation et vous avez un lien qui vous permet de le télécharger. Donc, la première question, ça concerne les soudures réparées. La France est-elle le seul pays à avoir ce problème? Est-ce que c'est lié à la façon dont elles ont été réparées à l'époque? Et quel est le REX qu'on a pu tirer dessus? Est-ce que je peux prendre un début Nicolas? de réponse ouais, oui, merci Valérie. Un début de réponse. Le fait que les soudures soient réparées, c'est pas quelque chose qui est ça fait partie de notre capacité à fabriquer. Il y a des définitions, des caractérisations de réparation qui sont dans les codes de montage et de fabrication au niveau des installations. Donc, une soudure réparée, c'est une soudure qui, lors du soudage initial, il y a eu un problème, l'arrêt d'une machine, une reprise nécessaire. Et donc, la réparation est encadrée, codifiée, et on s'inscrit dans ce code-là, dans le code de fabrication. Le code de fabrication français est peut-être un peu différent du code de fabrication, par exemple, de l'ASME américaine, mais les soudures réparées, il en existe aussi sur des réacteurs ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur les soudures réparées? Parce que, comme l'a expliqué Mathieu Lambert, la réparation peut induire une évolution métallurgique au niveau de la paroi interne de la tuyauterie, avec des contraintes de traction augmentées, un écrusage local également augmenté, et ça augmente la sensibilité de la soudure. Donc c'est pour ça qu'on a, d'une part, dans un premier temps, catégorisé nos réparations en fonction de la typologie de réparation, son étendue, sa profondeur, le nombre de réparations qui avaient été vues par chacune des soudures pour prioriser nos contrôles au niveau de ces soudures réparées. Et maintenant, on est en train de terminer le contrôle de toutes les soudures réparées au niveau du parc. Donc, la question, c'était pas la validité de notre code, c'était plutôt le fait qu'on n'a pas forcément bien exécuté à ce moment-là, selon les exigences du code. Non, non. Les gens qui ont fabriqué initialement ont respecté le code, mais le code autorise la réparation de certaines soudures. D'accord, ok. Pas la réparation des soudures, c'est Et donc, de fabrication. Et donc, est-ce qu'on sait s'il y a des opérateurs étrangers qui ont les mêmes sujets sur la table? Réparées, oui, Oui. des soudures réparées également sur d'autres réacteurs. Oui. D'accord. Le détail de la réparation, je ne le connais pas, mais ça fait partie du processus de montage chez tous les tuyauteur. Alors, deuxième question, est-ce qu'il y a des enseignements pour la conception de l'EPR2, du SMR Neward, arrasage soudure, éloignement premier organe d'isolement? Peut-être que je peux aussi apporter des premiers éléments. Le projet Corrosion sous contrainte est très connecté avec le projet Flamanville 3 et le projet EPR2.
Pour le redémarrage de Flamanville 3, il y a déjà des questions qui ont été posées par l'autorité de sûreté nucléaire. Pour le projet EPR2 également, le retour d'expérience a été intégré tant d'un point de vue conception que d'un point de vue fabrication. Les évolutions que présentait Mathieu Lambert tout à l'heure sont intégrées dans le projet EPR2. Et l'évolution de la conception de lignes Rice-Branche froide ont été intégrées dans le projet EPR2, fort de l'enseignement du parc actuel. Et nous avons un rendez-vous avec le groupe permanent des équipements sous pression nucléaire et réacteurs le 7 juin prochain, où justement la question de la valorisation du retour d'expérience du parc vis-à-vis de Flamanville 3 et de PR2 sera notamment débattue. Super. Est-ce que les IND développés actuellement répondent aux attentes ou bien est-ce qu'elles vont devoir de nouveau évoluer dans les 5 ans à venir? Est-ce qu'elles ont vocation à remplacer les techniques utilisées sur d'autres périmètres? Alors, je vais pas parler d'autres périmètres, je vais rester sur le domaine des END en lien avec les inspections sur les tuyauteries. Tout à l'heure, on parlait de l'UT historique, de la méthode ultrasonore historique. Aujourd'hui, les nouvelles techniques, qu'elles soient l'UT améliorée dont a parlé Théophile Crozier ou encore l'UT conformable dont j'ai parlé tout à l'heure, elles sont aptes à pouvoir faire les contrôles historiques qui étaient faits avec cette UT historique. Donc demain, la substitution, enfin déjà elle est faite actuellement en fait, et on continuera à la faire demain avec les nouvelles techniques. Les évolutions qui sont entre l'UT historique et l'UT améliorée, elles sont technologiquement parlant très très importantes. Hein. Ouais. Il y a une nouvelle techno qui sont mises en place. Théophile Crozier a parlé de la capacité d'avoir un enregistrement des signaux. Ça, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup de valeur pour nous. Et le saut technologique qui est en train d'être fait avec l'UT conformable, c'est d'améliorer le couplage et encore la capacité à avoir nos soudures. Même si aujourd'hui, avec les techniques type UT amélioré, ça nous permet d'avoir un bon état de santé, bonne image de l'état de santé de nos soudures. Donc oui, les techniques elles vont petit à petit suppléer les anciennes dans le domaine de la tuyauterie et on continue à améliorer, mais avec l'UT conformable, on atteint un seuil qui, pour les premières opérations qui sont mises en œuvre en 2024, hein, comme je disais, 25 soudures à peu près qui ont été examinées d'ores et déjà, nous donnent déjà pas mal satisfaction. Ok, merci beaucoup. Et on peut peut-être ajouter aussi, Nicolas, que finalement les ultrasons historiques tels qu'ils étaient pratiqués étaient destinés à détecter plutôt comme mode d'endommagement de la fatigue, plutôt que de la corrosion sous contrainte, et que c'est vrai que si on se replace dans un contexte il y a une vingtaine d'années par exemple, on ne pensait pas forcément possible en END de pouvoir détecter des indications qui pourraient être de la corrosion sous contrainte. Donc de ce point de vue-là aussi, ce qui a été développé en 2022 dans les nouvelles techniques ultrasonores nous donne satisfaction, puisque c'est grâce à cela qu'on a pu mieux caractériser des indications qui, in fine, parfois s'avèrent être de la corrosion sous contrainte, mais qu'on peut vérifier qu'à l'occasion des expertises destructrices avec les métallographies. Finalement, ces techniques n'étaient pas disponibles auparavant, avec le niveau de sensibilité nécessaire à détecter des indications de nature de corrosion sous contrainte. Merci beaucoup. Alors, la typologie des circuits n'ayant pas été modifiée, malgré l'arasage soudure susceptible de ralentir le phénomène, les réparations éliminent les conséquences, mais pas les causes. Quid de la CSC pour les années à venir du parc en exploitation, contrôle, réparation périodique? Peut-être apporter les premiers éléments. Les réparations qui ont été faites, Mathieu Lambert l'a expliqué, cherchaient quand même à optimiser les paramètres de soudage pour réduire la sensibilité locale au développement de la corrosion sous contrainte. L'arasage, c'est aussi quelque chose qui est constaté comme étant un effet qui a véritablement un effet bénéfique sur le développement de la corrosion sous contrainte. On a pu, par l'expertise faite au LIDEC, voir sur une même soudure une zone qui est arasée, une zone qui n'était pas arasée à la fabrication initiale. Il y avait un comportement à la corrosion sous contrainte qui était vraiment différent. La zone arasée était exemple de défaut, alors que celle qui ne l'était pas pouvait présenter des amorces. Donc les dispositions constructives qui sont mises en place d'ores et déjà là, sur nos chantiers
23-24 permettent de désensibiliser les lignes. Par contre, effectivement, le design des lignes n'a pas été modifié. Et donc, la démarche qui est mise en place par EDF, ensuite, c'est de passer dans un programme de suivi en service, comme on l'a fait pour la fatigue thermique, avec des END, comme le disait Hubert, qui nous permettent de détecter la corrosion sous contrainte. Donc, on passe d'une phase d'optimisation des paramètres de soudage, puis ensuite, de montage, puis ensuite à une phase de suivi en service, classiquement comme on le fait dans un programme de maintenance, avec des END adaptés. C'est pour ça qu'aussi on peut dire qu'on remplace, comme à l'origine, en fait, pour bénéficier des procédés qualifiés de soudage. Néanmoins, on le fait avec des paramètres qui sont optimisés, qui font que les réparations finalement permettent d'atteindre un niveau de contrainte inférieur à celui qu'on pouvait avoir à certains endroits dans un montage initial. D'accord. C'est une bonne transition pour la question d'après, qui est la modification de la géométrie des lignes des circuits concernés est-elle envisagée sur le long terme? On a les collègues de l'ingénierie à Marseille, là, de la DIPDE, ont fait des premières études pour voir si on pouvait, par exemple, déplacer le premier organe d'isolement pour justement réduire ces effets de stratification qu'on pense être à l'origine du développement de grands défauts de corrosion sous contrainte. Les contraintes de mise en œuvre dans un bâtiment existant sont très importantes. Donc, on poursuit notre avant-projet, notre étude d'avant-projet sommaire, là, mais aujourd'hui, les conditions opérationnelles sont assez difficiles pour la déclinaison d'évolution de design pour les tranches en fonctionnement. Donc, on est plutôt, et ça aussi, ce sera un sujet qui sera évoqué avec l'autorité de sûreté nucléaire, on est plutôt sur une évolution des techniques constructives et un programme de suivi en service. Mais, comme je le disais, pour EPR2, le retour d'expérience a été pris et il y a eu des évolutions de conception des lignes RIS-branche froide, RIS-RRA, qui ont été retenues. D'accord, merci beaucoup. Alors, sur les gains de performance, félicitations. Qu'est-ce qu'on a appris qui sera utile sur les autres chantiers grand carénage et les EPR9? Je crois avant tout, vraiment, on se rend compte d'une chose, c'est lorsque on arrive à standardiser les choses, on a des gains véritablement importants. Et c'est vraiment la leçon numéro 1. Hein. C'est que à chaque fois qu'on fait un dossier, j'allais dire différent, alors évidemment, il n'est pas extrêmement différent, mais alors là, en plus, dans le cas qui nous occupe, tous les dossiers de réparation doivent être soumis à autorisation de l'autorité de sûreté, donc à chaque fois qu'ils sont un peu différents, eh bien forcément, on se retrouve toujours dans des cas particuliers. Donc la standardisation, ça amène vraiment une marge de manœuvre ensuite à un travail peut-être un peu plus intense et difficile au début parce que tout doit être bien borné, mais ça apporte ensuite beaucoup plus d'efficacité et de sérénité aussi dans sa réalisation derrière. Donc moi je crois que c'est vraiment ça. Donc c'est vrai par exemple qu'on a remplacé un certain nombre de soudures qui se sont avérées en fait pour certaines ne pas avoir de fissures de corrosion sous contrainte, mais finalement ça a été plus efficace que de faire les contrôles un par un, d'empiler, par exemple, les différents temps nécessaires aux acquisitions, au rapportage, plutôt que finalement de changer des tronçons complets. Et au fur et à mesure qu'on a appris à changer ces tronçons complets, et ben finalement, les équipes, la duplication des machines, voilà, tout ça est bien adapté pour en fait avoir une performance reproductible, donc qu'on peut prévoir et qu'on peut améliorer. Moi, je crois que c'est vraiment l'aspect important. Et évidemment, on nous demande beaucoup de retours d'expérience dans beaucoup de projets du groupe. Alors évidemment, tout n'est pas transposable, hein, mais en tout cas, ce que je viens d'évoquer, c'est vraiment la piste numéro 1. Merci beaucoup, Hubert. Alors, il y a un autre point aussi, peut-être, oui. j'aurais pu, comme on a travaillé en 2022 dans l'urgence, hein, évidemment, il fallait redémarrer les réacteurs, on a bénéficié aussi du fait d'avoir aussi en stock
des approvisionnements de matière qui nous ont permis de démarrer les travaux. Donc l'approvisionnement en matière, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, après, on a pu faire des approvisionnements complémentaires. Néanmoins, véritablement, c'est une question qu'on doit avoir vraiment très présente à l'esprit pour ne pas ralentir un chantier. Les questions d'approvisionnement avec toute la documentation nécessaire pour pouvoir démarrer ensuite les travaux est très importante. Merci. Alors, il y a une question. Alors, je la lis. Je n'ai pas bien compris ce que sont les passes dans les procédés de soudure. Comment est-ce qu'on détermine leur nombre? C'est Mathieu. Mathieu, Ouais. Bon, les passes de soudage, en fait, c'est assez simple sur des tuyauteries qui font à peu près 10 ou 12 pouces, sur lesquelles on a été confronté sur les lignes qu'on a remplacées. En fait, une passe de soudage, c'est simplement faire le tour de la tuyauterie voilà, du début jusqu'à la fin. Et ensuite, on enchaîne au fur et à mesure les passes de soudage pour remplir de l'intrado jusqu'à l'extrado. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, les nouvelles solutions END sont-elles disponibles pour les opérateurs étrangers ou d'autres industries? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez breveté avec des partenaires? Ça représente une avancée importante. Je peux peut-être apporter les éléments. La première, les évolutions sur l'UT amélioré, donc c'est des développements qui ont été faits par les collègues de la direction industrielle d'EDF. Le brevet est en cours de traitement, mais nous avons aussi partagé cette technique mise en œuvre avec les collègues de la profession. Et pour ce qui est de l'UT conformable, ça c'est une technique qui est développée par Intercontrol et qui donc est propriétaire de la technique de son côté. Filiale de Framatome. Filiale de Framatome. Mhm. Mais pour l'UT Alors, amélioré, excusez-moi, je voulais juste ajouter, pour l'UT amélioré, on avait effectivement eu un gros partage avec notamment des experts de l'EPRI pour pouvoir justement avoir le quitus sur l'utilisation de cette technique-là, parce que comme le disait Hubert, c'est vraiment le saut technique d'utiliser des UT, des ultrasons pour pouvoir aller chercher des défauts de corrosion sous contrainte. Ça a été ça le gros step technologique qui a été réalisé par les collègues de la direction industrielle. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait finalement pas mal de briques partielles existantes dans différents dispositifs de contrôle ultrasonore, mais qu'il s'agit d'un assemblage spécifique qui permet d'en optimiser des performances spécifiquement pour ce qu'on veut aller voir, qui est finalement un endommagement de type intergranulaire, et donc qui est beaucoup plus difficile à détecter avec des signaux ultrasonores que des parcours beaucoup plus droits du type de fatigue thermique. Alors, le matériau utilisé pour les nouvelles lignes a-t-il évolué? Teneur en carbone, équivalent, impureté? Non, on n'a pas changé la gamme de matériaux. Toutes les recherches que l'on a menées pour pouvoir comprendre l'origine du développement de cette corrosion sous contrainte n'ont pas mis en évidence des effets de matériaux particuliers. On a regardé l'effet des variabilités dans les différentes fournitures. On n'a pas vu de paramètres qui permettaient d'expliquer des comportements sur tel réacteur plutôt que tel autre. Donc, on a maintenu la fourniture. Donc, la fourniture, c'est du 316L bas carbone stabilisé azote. Et en fait, dans l'ensemble du REX que l'on a regardé, on n'a pas réussi à mettre en évidence, en fait c'est la première chose qu'on a regardé d'ailleurs, et on n'a pas réussi à mettre en évidence des effets discriminatoires particuliers. Ok. Tu en as parlé un peu, Hubert, je pense, mais avez-vous eu des contraintes de disponibilité, par exemple sur les tuyauteries, par rapport aux besoins que vous aviez, parce que c'est quand même un programme
d'ampleur considérable, et aussi sur justement les machines et les instrumentations que vous utilisez sur les END? Alors, donc, comme je le disais sur les tuyauteries, donc finalement les approvisionnements matière et leur mise en forme, hein, puisqu'il y a deux choses, il y a la matière, les certificats matière dans la bonne codification, etc. Et puis la mise en forme, ça s'est vraiment bien passé en raison, on va dire, d'un stock de sécurité dont on disposait, alors qui n'avait pas été établi spécifiquement pour, hein, mais bon, après c'est des aciers quand même à la base relativement standards, en tout cas très répandus, dont nous avons pu bénéficier. Encore fallait-il avoir les bons diamètres, etc., etc. Bon, ça s'est plutôt bien passé. La mise en œuvre, ça s'est plutôt bien passé aussi. On a fait des approvisionnements complémentaires, hein, auprès de 2 fournisseurs. Là aussi, globalement, il y a eu des avances de fabrication, il y a eu des retards, mais on a toujours eu un stock tampon qui nous a permis que finalement les réparations, l'approvisionnement matière ne soit pas un frein aux différentes réparations. Sur les aspects machines, matériel, alors là, ça s'est développé un petit peu de façon un peu concomitante avec le début des réparations. Là, Mathieu, tu peux peut-être t'apporter des précisions. Oui, effectivement, dans les approvisionnements complémentaires dont tu parles, Hubert, ça représente quand même 1 kilomètre de tuyauterie et plus de 1000 coudes. Donc, sur les approvisionnements qu'on a fait en urgence en 2022, des approvisionnements en termes de durée qui ont été réduits par 3 à peu près. C'est des temps où on pouvait mettre à peu près de l'ordre de grandeur d'1 an, 50 semaines. Là, c'est des choses qui ont été faites en 17 semaines. Donc, comme dit Hubert, en fait, évidemment, on ne savait pas trop quel périmètre remplacer, puisqu'on n'avait pas forcément déterminé les soudures dites sensibles au tout début de l'affaire en 2022. Donc, on a approvisionné très, très large. Et le temps de mettre en place la stratégie, finalement, on a pu obtenir ces approvisionnements très, très rapidement pour commencer à les préassembler en atelier et ensuite à remplacer les lignes directement sur site. Très bien, merci. Il y avait un complément sur les machines END. Théophile peut aussi nous donner un éclairage là-dessus pour la disponibilité des éléments des machines ou des machines elles-mêmes. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des ressources humaines dans ma présentation, mais il y a la partie outillage END qui était aussi un facteur dimensionnant. Et comme on partait d'un nouvel END qui a été développé pour l'occasion par la direction industrielle EDF, ben, ça s'est accompagné du développement des outillages qui permettaient de faire ces contrôles. Et donc, on avait 5 outillages début 2022 qui ont été développés dès la phase de début de mise en œuvre de ces procédés de contrôle. On est rapidement monté à 15 outillages dès la fin de l'année 2022 et actuellement, on a 30 outillages disponibles sur le parc pour faire des contrôles END pour la CSC avec l'UT dit amélioré. Donc, ça nous permet de nous déployer sur un certain nombre de tranches en parallèle. En général, on arrive jusqu'à, on a pu aller jusqu'à 10 ou 12 tranches en parallèle sur lesquelles on faisait des contrôles. Donc, voilà, c'est bien la combinaison de ressources humaines disponibles et ressources matérielles disponibles également. Merci beaucoup. Peut-on considérer le phénomène de corrosion sous contrainte des aciers inoxydables en milieu primaire comme désormais un cas générique, comme l'a été le risque sur le 600 MA? Effectivement, les défauts que l'on a constatés concernent beaucoup de réacteurs hein, sur le P'4 et le N4. Donc, le caractère générique, il est effectif. Après, la nuance que je mettrais à ça, c'est que c'est pas forcément généralisable, puisque on peut constater qu'il y a certains réacteurs sur lesquels on ne voit pas de défaut, alors que la conception, l'exploitation sont similaires. Donc, on est aussi sur un phénomène qui nécessite le franchissement de certains seuils pour pouvoir devenir actif. Et donc, intrinsèquement, il est potentiellement visible, mais pas forcément toujours présent. Donc, d'où le caractère générique, mais pas généralisable. Je sais pas si tu... Non, c'est exactement ça. Quel est le coût total de ce programme? Alors sur le coup, il est difficile de vous répondre à date et encore aujourd'hui, puisque en fait, il y a deux choses finalement. Il y a, au début, on était dans un caractère d'urgence
Donc évidemment, le développement des nouveaux END, les premières réparations, le coût était très élevé. Bon, au fur et à mesure, et c'est aussi une des vertus de l'industrialisation, hein. Donc les coûts progressivement diminuent, mais vous voyez bien qu'on a encore une très grosse campagne de contrôle en 2024, encore en 2025, et finalement le basculement vers quelque chose de plus maintenance courante, ce sera post-fin 2025. Donc du coup, on ne connaît pas encore la fin de l'histoire, donc additionner les différents coûts, c'est encore difficile aujourd'hui, et d'autant plus que nous avons encore bien sûr des appels d'offres qui sont en cours pour les activités de 2024 et à venir. Donc je ne peux pas vous donner d'indications précises pour l'instant, mais évidemment, tous les comptes seront faits à la fin de l'affaire, évidemment. Bon, sachant que aussi le coût très important pour EDF résidait aussi dans l'incapacité à produire, hein, et évidemment, et c'est tout ce qui a pesé massivement en 2022, ou pour lequel on peut dire qu'on dans l'année 2022, le coût des réparations était plutôt marginal par rapport au manque à gagner de production. Ils ne sont pas du même ordre, en fait. Exactement. Alors, comment assurer que le phénomène ne se reproduise pas? Par exemple, quels contrôles sont prévus? Si la CSC revient, envisagerez-vous un deuxième remplacement? Donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, on a pris pour les zones qui sont remplacées des dispositions complémentaires pour désensibiliser ces zones. On va mettre en place un programme de suivi en service. Donc, c'est ça notre stratégie. Après, est-ce qu'il y aura une nécessité de faire un deuxième remplacement? Ce seront les résultats des contrôles qui le diront éventuellement. Mais comme Mathieu Lambert l'a aussi évoqué, on est aussi en train de développer pour qualifier des méthodes complémentaires telles que le MSAPI, là, la compression interne au niveau des soudures, pour éventuellement traiter certaines soudures, donc éviter leur remplacement en fait. Donc le sujet n'est pas fermé, et EDF aussi développe des moyens complémentaires pour pouvoir traiter, si jamais c'était nécessaire, de nouvelles indications qui seraient détectées. Autrement dit, on pense que dans les réparations que nous avons effectuées, nous sommes plusieurs crans en dessous en termes de contraintes résultantes qui doivent nous permettre d'éviter, dans une grande partie des cas, une réapparition de corrosion sous contrainte, qu'on surveillera avec une périodicité adéquate avec les nouveaux moyens de contrôle, et à laquelle on pourrait ajouter par endroit, par exemple, des techniques complémentaires, comme celle de la mise en compression, où là, évidemment, qui ferait que même une amorce de corrosion sous contrainte ne pourrait plus se propager. Et dans ce cas-là, il n'y aurait plus de question de remplacement. C'est l'objectif qu'on poursuit. Voilà, donc on prend une dernière question. Je voulais vous remercier pour toutes vos questions, parce que vous avez été bien actifs, les participants. Alors, RAS sur injection RIS BC P'4. Donc, alors on parle de RIS branche chaude. Effectivement, on a enclenché le remplacement massif préventif des RIS branche froide du P'4. Et dans notre démarche de contrôle étendue à l'ensemble des lignes RIS et RRA, a été détecté sur Belleville des défauts de corrosion sous contrainte, enfin des indications qui ensuite, après expertise, ont conclu à la présence de défauts de corrosion sous contrainte. Donc EDF a classé ces lignes a priori sensibles, et donc on a enclenché le contrôle de toutes les lignes RIS branche chaude du P'4 et du N4 de manière réactive. Donc tant et si bien qu'en ce moment même, les lignes du RIS branche chaude de Chaubedo ont été remplacées. De même que les lignes de Catnum 4, RIS branche chaude de Catnum 4, et on est en train de faire les expertises pour voir ce qu'il en est au niveau de ces lignes-là, pour confirmer le caractère sensible de ces lignes ou pas, en fait. Donc c'est faire les contrôles pour conclure in fine sur le caractère sensible des lignes RIS branche chaude du P'4 et du N4.
Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on peut vous applaudir. Donc, je pense que vous applaudir en ligne. Félicitations pour son beau programme. Ça, on applaudit là dans les bureaux de la semaine. Merci. Et merci beaucoup pour toutes ces explications, pour la réponse aux questions. Merci aux participants pour leurs questions. Et puis à bientôt. Et bonne continuation. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée Au à revoir. tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir.